Je viens de lancer la VOD du Tech Talk. Ceux qui sont sur le live, vous pouvez dire bonjour à ceux qui regarderont sur YouTube. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler un petit peu des nouvelles qu'on va aborder cette semaine. Très très peu de nouvelles. Ça va être un Tech Talk qui va être assez court, je vous préviens déjà. On va parler tout d'abord un petit peu de Microsoft. Ensuite, on va faire un petit retour sur Nvidia avec notamment l'intégration de la technologie G-Sync sur les écrans FreeSync. On va ensuite parler très très vite de la PlayStation 5, voilà, savoir ce qu'elle embarque, etc., etc. On va parler des stocks de GPU et de cartes graphiques pour Vega 7, il y a quelques rumeurs là-dessus. Et on va ensuite passer à la plus grosse news de cette semaine qui concerne la GeForce 1160, 1660, 1660 Ti. On n'est pas vraiment d'accord encore sur le nom, hein. Quand je dis on, c'est je pense toutes les personnes qui parlent du leak et de ces rumeurs-là. Dépendamment où on regarde, on voit différents noms. On va parler de ça et ensuite on va finir par un jeu. Le premier jeu qui est totalement fait avec du ray tracing, ou presque, et qui est en fait Quake 2. Voilà. Ah bon, vous pouvez dire bonjour, voilà, vous avez dit bonjour, ils sont contents, blablabla. Alors, bougez pas que moi, je ne fasse pas de conneries. Donc, j'en étais où? Voilà. Hop là, la scène du Tech Talk. Ça, c'est du programme, effectivement. Et on commence tout de suite par, comme je le disais, par Microsoft. Et bougez pas que je vous mette l'article, histoire que vous puissiez voir de quoi on parle. Microsoft qui a enfin décidé d'arrêter de supporter Windows 10 pour mobile. Voilà, ces choses statuées et dorénavant faites, Microsoft a décidé qu'ils allaient arrêter le support pour leur système d'exploitation Windows 10 sur mobile. En gros, ils ont déjà arrêté de faire des mises à jour fonctionnelles depuis 1 ou 2 mois, je pense, quelque chose comme ça, pour les téléphones sur Windows 10. Mais là, c'est une étape d'après, c'est-à-dire que en plus de ne plus faire de mise à jour fonctionnelle et des fonctionnalités, etc., là, ils arrêtent de déployer des mises à jour de sécurité. C'est-à-dire que là, en gros, c'est un arrêt total du support de cet OS pour les téléphones, de la part de Microsoft. Et ils disent, on arrête de faire ça, et on va switcher directement sur Android ou iOS pour les téléphones qui tournaient avant sous l'OS de Microsoft. Donc ça concerne tous les téléphones Nokia, Lumia 140, etc. etc. Je pense qu'il y a une coupe d'autres téléphones qui tournent sous Windows OS, mais tous ces téléphones-là qui tournaient sous Windows 10 pour mobile vont plus être supportés par Microsoft, et Microsoft a décidé que à partir de, je pense, l'année prochaine, même pas, c'est à partir du 11 juin, ils arrêtent le support et ils vont switcher sur Android ou iOS. Ce qui est en soi une bonne chose, parce que Windows sur mobile, ça a jamais vraiment bien marché. Genre jamais. Personne n'a une fois dit dans sa vie, regarde, j'ai un téléphone sur Windows mobile, c'est génial. L'ergonomie est parfaite, je trouve tout ce que je veux, il y a tout ce dont j'ai besoin, c'est joli, etc., c'est fluide. Personne dans sa vie n'a jamais dit ça. Non, personne. Voilà. Donc, c'était une bonne chose. C'est une bonne chose. Enfin, Microsoft réalise et ils se sont dit, oui, ils ont essayé. Ils ont essayé avec Windows 8, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, peut-être que Windows 10, c'est la bonne. Peut-être que sur mobile, ça va être mieux. Et non, ils ont vu, non. Au final, ils se sont résignés à la triste réalité de leur sort. Windows sur mobile, c'est pas bien, c'est de la merde. Voilà, faut dire ce qui est. Bah si, moi, Mathis. Si, moi, non. Je suis désolé, non. Je connais 2 personnes qui aiment Windows 10 sur téléphone. Ah ben, d'accord.
Eh ben, je ne veux pas les connaître. Je suis vraiment très trash. Hein. Vraiment très trash. Non, je suis d'accord qu'il y a certainement des gens qui aimaient ça, que ça ne dérangeait pas Windows 10 sur mobile. Voilà. Mais quand tu vois par rapport à Android et iOS, c'est clairement, il n'y a pas de concurrence. La concurrence est inexistante par rapport à Windows. Microsoft était là-bas. Je veux dire, ils étaient même pas encore partis pour la course. Apple et Google étaient déjà arrivés. Microsoft, il n'était pas encore parti. Il n'a pas entendu le coup de feu au départ. Je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, il était au vestiaire, il a oublié de sortir, il s'est endormi. Mais bref, voilà. Donc, tous les téléphones qui tournent sous Windows 10, le support va être arrêté et ça va switcher sur Android ou iOS. On va continuer avec une autre news qui concerne les PC portables et l'apparition d'écrans OLED sur les PC portables. Bien évidemment, ça a été dévoilé lors du CES. J'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'il y avait déjà beaucoup de news dont je voulais vous parler la semaine dernière. Mais donc, certains PC qui ont été présentés et annoncés au CES ont un écran OLED et c'est une première quasiment sur les PC portables à l'heure actuelle. Les télés, la plupart des télés qu'on trouve à l'heure actuelle ont des écrans OLED, des écrans de PC aussi ont des écrans OLED, genre les écrans de PC fixes, etc. Mais sur les PC portables, c'était généralement quasiment inexistant, voire très rare, voire quasiment inexistant. Et on avait souvent des panneaux soit TN, parce qu'ils n'étaient pas très chers. Les PC portables le plus haut de gamme avaient parfois des panneaux IPS, meilleure couleur, etc. Mais là, du coup, on switch un petit peu plus aux panneaux OLED, notamment sur Dell, les Dell XPS, Dell G7, les HP Spectre et le Razer Blade 15 et le Lenovo Yoga C730, qui vont tous avoir des panneaux OLED. Ça, c'est le Razer Blade 15 pouces, le nouveau Razer Blade 15 pouces. Donc, un écran OLED, une RTX à l'intérieur de 2060 ou 2080, un i7 ou un i9, 32 Go de RAM, etc. C'est un monstre de puissance. En plus, il est assez fin. Mais donc voilà, on va... Bien sûr, pour l'instant, ces panneaux OLED, ces écrans OLED sont réservés aux PC portables qui sont un peu plus haut de gamme, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, ils les mettent sur tout ce qui est PC de gaming à plus de 2000 balles. Mais idéalement, je pense que c'est le genre de technologie et de type d'écran qui va au bout d'un moment se retrouver sur tous les PC portables. Parce que c'est des écrans qui sont quand même de meilleure qualité. Voilà, vous ne voyez pas la moitié de la news, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est juste pour vous dire que UL Benchmark, Futuremark, ceux qui font 3D Mark, TimeSpy, j'ai oublié l'autre nom, etc., les benchmarks pour carte graphique, etc. On en parlait la semaine dernière avec notamment le benchmark Port-Royal, qui est le premier benchmark qui va intégrer la technologie du ray tracing. Donc c'est le premier benchmark avec du ray tracing qui va pouvoir vraiment permettre de comparer la puissance au niveau du ray tracing des différentes cartes. Donc ce qui se passe, c'est que en plus de prendre en charge le ray tracing, notamment, il va d'ailleurs intégrer potentiellement le DLSS. Voilà. Il va potentiellement, il va être possible d'ajouter le DLSS et cette option d'anti-aliasing lors du benchmark dans 3D Mark et dans le... Est-ce que c'est limité à Port-Royal? On ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est prévu que 3D Mark intègre le DLSS dans ces benchmarks. Savoir si c'est seulement le dernier ou si c'est dans plusieurs de ces benchmarks, à voir. Ça permettra du coup à la fois de tester la puissance des cartes pour le ray tracing et aussi de voir peut-être l'apport du DLSS sur la puissance, quoi. Savoir ce que ça peut changer, si ça permet d'apporter plus de puissance, enfin plus de performance, etc. Ah, c'était une petite news comme ça. Hein. C'était une petite news tranquille. OLED et AMOLED, c'est la même qualité, ouais, quasiment, presque. Tu peux mettre le lien de l'article dans le chat si tu veux. Ouais, je peux, hein, mais... un article en anglais, hein. Vous allez kiffer. Hein. Vous allez kiffer. Bon. Le 15 janvier
le 15 janvier, qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier? Il y a eu la mise à jour 417.71 de Nvidia qui permettait d'activer, qui apportait plutôt la fonctionnalité G-Sync sur les écrans FreeSync. Voilà. Puis c'était aussi la mise à jour pour la RTX 2060 au passage. Mais donc, depuis cette mise à jour du 15 janvier, tous les écrans FreeSync sont compatibles avec G-Sync. Certains des écrans sont compatibles et certifiés par Nvidia, c'est-à-dire qu'ils marchent complètement, et d'autres écrans ne sont pas certifiés par Nvidia, mais vous pouvez toujours activer G-Sync et voir si ça marche plus ou moins bien. Donc, depuis le 15 janvier, grâce à la mise à jour d'Nvidia, c'est possible d'avoir G-Sync sur un écran FreeSync si vous avez une carte Nvidia. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Je voulais réappuyer sur cette news, même si on en a parlé la semaine dernière, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le Tech Talk de la semaine dernière, parce que je trouve que c'est quand même un truc c'est clairement un truc qui change la donne pour tout ce qui est achat de carte graphique, achat des écrans. C'est-à-dire que si tu voulais jouer en 144 Hz et tu cherchais un écran, généralement les gens allaient prendre des écrans de G-Sync s'ils avaient une carte Nvidia, alors que les écrans de G-Sync sont plus chers. Ils allaient payer 100-150 € de plus pour avoir un écran de G-Sync, juste pour pouvoir profiter pleinement de leur écran et de leur carte graphique. Alors que maintenant, tu n'es plus obligé de faire ça, tu peux quand même prendre un écran FreeSync qui va être moins cher et activer G-Sync. Voilà. Donc pour ça, il faut les derniers pilotes de Nvidia 417.71. Et il y a également aussi une démo qui s'appelle Pendulum, qui vous permet de tester la différence entre si vous avez le V-Sync, la synchronisation verticale activée ou désactivée, et versus G-Sync. Voilà. Si vous avez un écran qui est compatible, même si c'est FreeSync, etc. Donc la démo s'appelle Pendulum, vous pouvez chercher ça sur le net et télécharger cette démo pour voir la différence entre synchronisation verticale désactivée, synchronisation verticale activée et G-Sync une fois que vous l'avez activé sur votre écran, qu'il soit G-Sync ou FreeSync. Donc d'ailleurs, j'ai pu voir plusieurs vidéos, il y a eu des premiers retours par rapport à la compatibilité entre les moniteurs FreeSync et les cartes G-Sync et la technologie G-Sync. Il semblerait que tous les écrans qui ont été certifiés par Nvidia marchent très bien, ça fonctionne génial. J'ai vu des vidéos de personnes qui testaient des écrans non certifiés par Nvidia et ça marchait quand même plutôt bien. C'était même très difficile de voir la différence entre un écran de G-Sync de base, un vrai écran de G-Sync et un écran FreeSync avec G-Sync Enable, ce qui est plutôt une excellente chose, parce que même les écrans qui sont pas certifiés par Nvidia fonctionnent bien et on a du mal à voir la différence et c'est fluide, etc. Eh bien, moi je dis c'est plutôt gagnant, c'est plutôt très gagnant. Le seul petit problème qu'il y avait sur certains écrans, c'est que dépendamment des couleurs, quand la scène était très sombre ou plutôt sombre, il y avait des fois des petits scintillements sur certains objets. C'est-à-dire que tu avais certaines textures qui pas scintillaient, mais qui flicker. Donc qui s'affichent, qui se désaffichent, qui s'affichent, qui se désaffichent. J'ai plus le terme en français, je suis désolé. Je viens de l'oublier. Voilà, c'est un trou de mémoire, là, comme ça. La G-Sync, ça sert à quoi déjà? La G-Sync, ça sert à synchroniser le taux de rafraîchissement de votre écran avec le nombre d'images qui sort de votre carte graphique. Comme ça, les deux sont parfaitement synchrones, sont parfaitement en osmose la plus totale, ce qui fait que vous n'avez aucune déchirure au niveau de l'image quand vous jouez. Parce que l'écran se rafraîchit chaque fois qu'il y a une nouvelle image qui est générée par votre carte graphique. Et comme ça, du coup, vous avez un taux de rafraîchissement sur votre écran qui doit être variable. C'est plus un taux de rafraîchissement qui est fixé à 60 Hz, 144 Hz, etc. Vos taux de rafraîchissement varient généralement. Par exemple, si vous activez G-Sync avec un écran 144 Hz, vous allez généralement avoir une plage entre 60 et 150 Hz et 144 Hz. Et votre rafraîchissement d'écran va varier dans cette plage-là en fonction du nombre d'images par seconde qui sort de votre carte graphique. Si votre carte graphique sort 90 images par seconde, votre écran va
se rafraîchir 90 fois par seconde. Et à chaque fois qu'une nouvelle image est envoyée, ce qui fait que c'est une image qui est beaucoup plus fluide et aucun déchirement d'image. Voilà. Il y a un mec qui demandait également le ray tracing, c'est le reflet dans l'eau. Alors, c'est tellement plus que ça. Genre, un reflet dans l'eau est au ray tracing ce que un Kinder Surprise est à Ferrero, quoi. Super comparaison. C'est-à-dire que c'est juste une partie infime du truc. Les reflets dans l'eau, c'est comme 5% de ce que tu peux faire avec du ray tracing. Et encore 5%, je suis gentil, quoi. Pour moi, les réflexions, juste les réflexions, parce que c'est pas que dans l'eau, c'est sur n'importe quel matériau qui a une propriété réfléchissante ou réfractante, les deux fonctionnent, c'est le truc le moins visible en termes de ray tracing. Tout ce qui est ombre, illumination globale, ça a souvent un impact visuel beaucoup plus fort et beaucoup plus voyant quand on active le ray tracing par rapport aux techniques de rendu habituelles. Par exemple, avoir les réflexions sur Battlefield, c'est beau, mais tu le remarques très peu. Voilà, quand tu joues, tu ne vas quasiment pas le remarquer. Alors qu'il y a d'autres jeux, on a vu des démos d'autres jeux où ils utilisaient le ray tracing pour faire de l'illumination globale, des ombres, etc. Et là, ça se voit très clairement qu'il y a une différence avec et sans ray tracing. Tu peux faire des ombres, donc tu peux faire le rendu des ombres, le rendu juste de toute la lumière, réflexion, réfraction, tu peux faire le rendu du son en ray tracing, tu peux faire le rendu de la physique en ray tracing, tu peux faire quasiment tout. Tu peux faire plein de choses en ray tracing. Vraiment plein de choses. C'est fou. Bon. Donc, TechSpot. TechSpot a testé, donc c'est un site qui a testé plusieurs moniteurs FreeSync, donc 7 moniteurs FreeSync avec G-Sync et qui ont fait un retour là-dessus. Il y a seulement un moniteur qui n'était pas compatible et juste parce que le support de FreeSync était via HDMI. Ce que Nvidia ne veut pas faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous voulez activer vos G-Sync sur un moniteur FreeSync, etc., généralement, il faut passer par du DisplayPort. Voilà, c'est tout. Je vous dis juste ça. Mais je vous mettrai aussi le lien de cet article dans le lien du Tech Talk. Je peux vous le donner maintenant dans le chat et je le mettrai également dans la description parce que c'est un article qui est très intéressant puisqu'ils ont testé plusieurs moniteurs, ils ont vu les réactions, etc., comment ça se comportait et tout. Donc un article plutôt très bien écrit. On va continuer avec la PS5. Alors la PS5, c'est des rumeurs. On reste encore une fois de plus sur des rumeurs. Donc en gros, un petit individu du nom de Toom Apisak sur Twitter a affirmé avoir démasqué le futur chipset et SoC qui serait utilisé par AMD pour les futures consoles de jeu, à savoir potentiellement la PS5 et de l'autre côté, ça sera peut-être une variante qui sera utilisée sur les Xbox. Donc, ce qui est assez compliqué à avoir, c'est-à-dire que avoir le nom de code du prochain chipset d'AMD utilisé sur les consoles, c'est à mon avis extrêmement dur, parce que c'est un marché qui est extrêmement fermé, c'est très réglementé et ils veulent qu'aucune information ne sorte. Donc la puce s'appellerait 2G, tenez-vous bien, 1060 2CE8GA blabla 32 10 10 du bas 13E9. Voilà, super, ça vous dit vraiment quelque chose. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un petit peu décodé le nom de code, voilà, juste pour aider, parce que comme ça, un nom de code comme ça, ça veut pas dire grand chose pour personne. Et en gros, ce qui en ressort, ça correspondrait à la description d'un APU. Voilà. Donc, ce qui apparemment pourrait signifier une potentielle fusion entre Zen et Navi. C'est-à-dire que ça serait un des premiers modèles d'APU qui embarquerait un CPU Zen et la partie graphique avec l'architecture Navi. Et ça serait du Navi 10 Lite, ou Lite plutôt, parce que Lite, pas tout à fait la même écriture. Donc, regardez-moi ça. Le Z. Génération du prototype, la plateforme, desktop, serveur, mobile, pour le D, ici.
360, la fréquence de base potentiellement. Le 1, c'est le modèle de révision, c'est-à-dire c'est la version 1. Le BA, qui voudrait dire qui pourrait être relié au TDP. A2 BA 95 watts. AU BB 65 watts. Le M, Physical Package. M à M4. V, c'était SP3. Donc à M4, ça voudrait dire que ça serait un socket à M4. Voilà, juste ça. Le premier 8, ça serait le nombre de cœurs physiques. 8 cœurs physiques. 8 pour le cache, une configuration du cache. 4 MO de L2 plus 16 mégas de L3. Ensuite F4, blabla, ça on n'en a aucune idée. Et la partie qui pourrait dire que c'est du Navi 10 Lite, ça serait la dernière partie ici qui dirait 10, 13, 9, qui apparemment correspondrait à un autre code pour Navi. Puis le 10 dirait que c'est du Navi 10. Voilà. Les mecs, à mon avis, ont passé des heures et des heures à chercher la signification de ces codes pour arriver là. Mais ça pourrait être un premier aperçu de la puce qu'il y aurait dans la PS5. Donc une puce qui embarquerait un CPU avec une architecture Zen, potentiellement pas mal de cœurs du coup, et une partie graphique, donc l'APU, ce sera un APU, et une partie graphique qui embarquerait un chipset avec une architecture Navi, donc full AMD. Hein. Et ça serait potentiellement du 7 nanomètres. Voilà. En tout cas pour la Xbox, on a une rumeur comme quoi ça serait du 7 nanomètres. Et en plus, vu que je pense que c'est le patron de Sony qui a dit que les PlayStation 4 étaient en fin de vie, c'était là, il a clairement dit lors d'une interview, le patron de Sony lui-même a dit la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro sont en fin de vie. C'est-à-dire que c'est la fin de cette génération de consoles-là, ça touche à sa fin. La PlayStation 4 et la PlayStation... blabla, j'arrive plus à parler. La PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro voilà, vont bientôt mourir entre guillemets. Ce qui veut dire que ils vont très certainement annoncer la prochaine génération de consoles, soit fin 2019, soit début 2020, je pense. Donc on va en entendre parler très prochainement. Bon, on continue. On continue avec une news qui a fait pas mal parler d'elle cette semaine, qui concerne AMD, et puis bien évidemment leur nouvelle carte graphique, les Vega 7. Alors, une rumeur dirait que il y aurait moins de 5000 cartes au total pour Vega 7. C'est-à-dire il y aurait le stock total de Vega 7 dans le monde entier, de cartes Vega 7, serait autour des 5000 unités. Ce qui est, qu'on se le dise entre vous et moi, un stock ridiculement bas. C'est très très bas comme stock. Hein. Parce que c'est pour le monde entier. États-Unis, Europe, Asie, etc., Japon, Australie, Amérique latine, il y aurait 5000 unités de Vega 7. Ça veut dire qu'on aurait un nombre de cartes très réduit. Et il y a également une autre rumeur qui dirait qu'il n'y aurait pas de cartes custom. Il n'y aurait pas de cartes custom, il y aurait seulement des cartes de référence faites par AMD. Et MSI, Asus, Gigabyte, Zotac, etc. ne feraient pas de cartes Radeon Vega 7. Donc ça, c'était la deuxième partie de la rumeur. Voilà. Est-ce que cette rumeur est vraie ? Je ne sais pas d'où elle est sortie, je ne sais pas qui l'a sortie. Je pense que c'est TweakTown. Voilà, c'est TweakTown, donc un autre site de news, qui a sorti cette rumeur-là. Je ne sais pas exactement s'il l'a sortie de sa poche ou de son chapeau. Il se peut qu'il y ait une part de vrai, notamment compte tenu de l'historique d'AMD, c'est-à-dire que quand on avait Vega 56 et Vega 64, elles aussi étaient très basses d'un point de vue quantité, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de stock pour Vega 56 et Vega 64, ce qui était également un problème, parce qu'il n'y en avait quasiment jamais de disponibles. Elles sont sorties, les gens en ont acheté un petit peu, et paf, c'était en rupture de stock pendant des semaines et des semaines, et à chaque fois, il y en avait une dizaine qui étaient remises en stock sur les sites, hop, ça partait directement. Il y avait du coup des stocks qui étaient très très limités sur Vega 56 et Vega 64, ce qui a notamment posé beaucoup de problèmes au lancement de cette carte et à AMD parce que ça ne s'est pas vendu comme ça aurait pu se vendre. Parce que quand il n'y a pas de stock, les gens vont vers la concurrence. Si tu ne peux pas acheter une Vega 56 ou une Vega 64 parce qu'il n'y en a pas et que tu veux une carte graphique, qu'est-ce que tu fais pour avoir cette puissance-là, tu es obligé d'aller chez Nvidia.
Voilà. Donc ça a posé quand même pas mal de problèmes à AMD, ces histoires de stock très limité sur les cartes graphiques Vega. Et donc, c'est peut-être de là que vient cette rumeur. Ils se sont dit, ils sortent une nouvelle carte Vega, Vega 7, va aussi y avoir des stocks très très bas. C'est pour ça, seulement 5000 cartes. Ça vient peut-être d'ailleurs, d'informations qu'il a entendues ailleurs, mais au final, on n'en a aucune vraie idée. Également, le fait qu'il n'y ait aucune carte custom qui soit faite, je pense que ça, c'est pas forcément vrai. Notamment parce que AMD a démenti cette rumeur-là. Bon, aussi le fait que la carte, c'est confirmé, aura 64 render output processeurs et qui va apparemment être très forte pour faire du calcul en FP64 qui est du floating point 64 bits. Donc elle sera très puissante de ce point de vue là. Voilà. Donc voilà, ça on en a parlé la semaine dernière. 700$, 300 watts de TDP, ça par contre c'est gigantesque, c'est un TDP qui est énorme. Plus que la RTX 2080 Ti par exemple, qui a un TDP de 250 et 275 watts, dépendamment des versions. Bref, AMD du coup a démenti les rumeurs, ces rumeurs-là. AMD a fait un communiqué et a démenti les rumeurs comme quoi, notamment, les cartes ne seraient pas vendues par les partenaires. C'est-à-dire que la rumeur comme quoi il y aurait seulement des Vega 7 de référence faite par AMD a été démentie par AMD eux-mêmes, disant non, MSI, Asus, Gigabyte, etc. vont sortir des cartes custom pour Vega 7. Voilà. AMD a dit ça, ils ont dit il y aura des cartes custom pour Vega 7 qui vont être faites par nos partenaires. Ensuite, concernant la rumeur pour les 5000 unités, AMD a seulement dit, je cite, c'est cette partie ici, bien que nous ne faisons pas de rapport sur nos nombres de production à l'externe, nous aurons des produits disponibles via nos partenaires, AIB partenaires, et également sur amd.com lors du lancement le 7 février. Et on s'attend que les stocks de Radeon 7 soient suffisants pour la demande des joueurs. Grosso modo, ils disent on communique généralement pas nos nombres de production et tout ce qu'on produit à l'externe, on ne publie pas ces chiffres-là, mais il y aura à la fois des cartes qui seront disponibles sur le site amd.com, donc des cartes de référence, et également chez nos partenaires, Asus, Gigabyte, MSI, LDLC, enfin bref, fait par nos partenaires, lors du lancement le 7 février. Et on s'attend que nos stocks soient suffisants pour la demande des joueurs. Alors ça répond à la question sans vraiment répondre, parce que est-ce que ça veut dire qu'ils en ont quand même pas beaucoup? Parce que du coup, si t'en as pas beaucoup, et qu'au final il y a une demande suffisante, ben tes stocks bas répondent à la demande, parce que même si la demande est haute, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça répond à ça dément pas la rumeur, mais ça ne l'affirme pas non plus. Donc, au final, on a très peu d'idées sur quels sont les états des stocks des Radeon 7. On ne sait pas s'il va en avoir beaucoup, on ne sait pas s'il va en avoir très peu au début, beaucoup après, beaucoup au début, pas beaucoup à la fin. Aucune idée là-dessus. Aucune idée là-dessus, mais je pense que plus la date va se rapprocher, plus le 7 février va se rapprocher, plus on aura des news qui seront pertinentes et justes par rapport à ces nouvelles cartes. Voilà. Les RX 580 consomment plus. Ah, possible. Oh Ryan, Ryan, je viens de lire quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Et ça veut dire un ban. Allez. Hop là, bloquer temporairement l'utilisateur. Oh, comme c'est... Oh, je pense que tu es très déçu, là. Oh oui, Ryan. Oh. Peut-être que tu peux aller voir ta mère, putain. Hein? Non mais oh. Moi j'en ai marre. Hein. non, mais il y a des fois, hein. Je peux être gentil, hein, mais des fois, je peux être un petit peu plus violent. Voilà. Bref. Seconde news concernant les Radeon Vega 7. Il semblerait
qu'avec une API appelée, ou plutôt, c'est pas une API, c'est plutôt une librairie qui s'appelle le DirectML. DirectML pour Direct Machine Learning, qui est apparemment un package qui permet de faire du machine learning avec DirectX, je pense, et aussi avec Vulkan. Eh bien, il semblerait que la Radeon 7 obtiendrait d'excellents résultats grâce à ce package-là, et qu'on pourrait apparemment faire une approche, enfin, que AMD pourrait tenter de faire une approche similaire à ce que fait Nvidia avec le DLSS, avec, du coup, du GP-GPU. GP-GPU, c'est du calcul par GPU. Voilà. Donc, en gros, c'est utiliser la puissance du GPU pour faire des calculs compliqués et faire un truc comme ce que ferait Nvidia avec le DLSS, aussi du machine learning, etc. etc. Donc, il se peut qu'on voit une AMD sortir un truc comme ça, qui pourrait du coup contrer un petit peu la technologie d'Nvidia du DLSS si AMD se donne la peine d'utiliser apparemment DirectML, qui est disponible depuis DirectX 12. Voilà. Voilà. Et apparemment, la Radeon 7, il y a un mec qui dit « By the way, la Radeon 7 a eu un score 1,6 fois plus haut que la RTX 2080 dans Luxmark, qui est un benchmark qui utilise une technique de ray tracing basée sur de l'OpenCL et du calcul de GPU. Voilà. Donc, ça prédit également de bonnes choses. Ça peut prédire de bonnes choses pour le calcul par GPU par la Radeon 7 et potentiellement pour des trucs qui ressembleraient au DLSS ou potentiellement au ray tracing. Mais le ray tracing, pour l'instant, AMD a dit qu'ils en restaient assez écartés, donc ça m'étonnerait qu'on voit ça sur Radeon 7. Bon, passons à la news qui concerne Nvidia. On en a parlé la semaine dernière. Je vous ai dit, il y a eu des premiers benchmarks qui sont apparus sur un site qui référençait une 1160, une GTX 1160, et également, ça ne s'arrête pas là, qui référençait aussi une GTX 1180, qui étaient apparemment des deux nouvelles cartes graphiques qui seraient des variantes des RTX 2060 et RTX 2080 respectivement, et qui seraient donc des chipsets basés sur l'architecture Turing, donc la nouvelle architecture de Nvidia, mais sans la partie ray tracing, donc sans les RT Core, et sans la partie DLSS, etc., et machine learning et intelligence artificielle, donc sans les Tensor Core, sur lequel il y aurait juste les CUDA Core. Donc en gros, ça serait du Turing, mais seulement avec des CUDA Core comme il y avait sur Pascal, Maxwell, etc. Donc comme sur les anciennes générations, qui seraient du coup des variantes des cartes qui s'adresseraient aux personnes qui ne sont pas intéressées par les nouvelles technologies d'NVIDIA, donc par le DLSS, le ray tracing et tout, mais qui du coup seraient aussi moins chères. Donc on en parlait la semaine dernière, parce qu'il y avait un benchmark qui listait ces deux variantes de cartes, et là, la rumeur s'est un peu plus construite, et a refait parler d'elle, notamment du point de vue de la série 60, pas de la série 1180, ça pas de nouvelles là-dessus, mais en gros la 1160, il semblerait que un des partenaires de Nvidia, donc on ne sait pas si c'est Gigabyte, si c'est MSI, etc., aurait mentionné la GTX 1660 Ti. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau du nom, à mon avis, on ne sait pas trop quel nom ça va être, on ne sait pas si c'est 1660 Ti, 1160 Ti, 1660 tout court, 1160 tout court. Aucune idée du nom. À mon avis, ça se trouve, Nvidia est même pas sûr non plus du nom de leur côté avant que ce soit sorti ou avant quelques semaines de la sortie. On ne sait pas quand ça va sortir du tout. Mais du coup, cette GTX 1660 Ti, ça serait basé sur l'architecture Turing, sans les RT Core, sans les Tensor Core. Et il semblerait du coup qu'on se place au niveau des performances entre la 1060 et la RTX 2060. Parce que, en plus d'enlever les RT Core et les Tensor Core, ils enlèveraient également un tout petit peu de CUDA Core, ce qui fait qu'on aurait moins de CUDA Core que la RTX 2060. Mais plus que la 1060 à l'heure actuelle. Donc voilà les premières spéculations qu'on a, ou plutôt les premières informations qu'on a sur
cette potentielle GTX 1660 Ti. Turing, presque le même chipset, voilà, du Turing TU 116, gravé en 12 nanomètres, jusque-là, pas de souci, mais on aurait 1536 CUDA core contre 1920 sur la RTX 2060, et par contre 1280 sur la 1060 tout court. On aurait 6 Go de jeux DDR6, comme la 2060, toujours en interface 192 bits, un TDP de 150 watts, et ça sortirait bien évidemment pendant cette année. Donc certainement un peu plus tard dans l'année, peut-être en mars, avril, une fois que la 2060 s'est déjà bien vendue. Mais comme vous voyez, on n'a pas tout à fait le même nombre de CUDA core. Donc on se situe quelque part entre la 1060 et la 2060, donc il faudrait s'attendre à des performances qui sont bien meilleures que la GTX 1060, mais inférieures à la RTX 2060. Mais aussi un prix qui sera inférieur, bien évidemment. On aura un prix qui sera plus attrayant que les RTX 2060. Et ça serait une carte qui sera, à mon avis, géniale pour la 1080p. Pour les gens qui veulent absolument pas utiliser le ray tracing ou le DLSS, tous les gens qui jouent à CS, à Overwatch, à Fortnite, bah oui, il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite au final, même à des jeux pseudo-compétitifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rainbow Six Siege, des trucs comme ça. Il n'y a pas le ray tracing sur ces jeux-là. Il n'y aura jamais le ray tracing sur ces jeux-là. Parce qu'ils n'ont pas été pensés pour, etc. Ça serait trop dur à implémenter et puis ça ne servira à rien. Avoir du ray tracing sur un jeu compétitif, à l'heure actuelle, c'est inutile. Parce que c'est pas la beauté visuelle du jeu qui t'intéresse dans un jeu compétitif. Et donc du coup, les RTX 2060 sont pas trop adaptés. Parce que tu payes un peu plus cher pour la technologie ray tracing et la potentialité et le potentiel gain avec le DLSS, etc. C'est-à-dire que tu payes pour les technos et pour avoir accès à ces technos-là grâce à ta carte. Les gens qui jouent Overwatch, Rainbow Six, CSGO, Fortnite, ils s'en foutent de ça. Donc c'est pour ça que la RTX 2060 est peut-être pas forcément adaptée pour eux. Mais une GTX 1160 ou 1660 Ti, quel que soit son nom, eh bien, aura beaucoup plus de sens parce que tu auras des meilleures performances qu'une 1060 sans tout le bordel de technologie Nvidia et à un prix plus abordable. Donc ça serait parfait. Très 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 bon coup de la part d'Nvidia s'ils font ça. D'un point de vue marketing, c'est génial. Je veux dire, ils se placent sur toutes les parts de marché. Enfin, ils se placent sur tout le spectre de prix au niveau des cartes graphiques et ils ont une offre pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire que pas seulement des offres qui ont des cartes avec le ray tracing. Voilà. C'est à peu près ce qu'on sait sur ces potentielles fort probables nouvelles cartes de chez Nvidia qui pourraient sortir prochainement. Prochainement. Et le prix évidemment, je dis moins cher qu'une RTX 2060, ça sera aussi un peu plus cher qu'une GTX 1060, bien évidemment. Légèrement plus cher à mon avis. La RTX 2060 est à 369 € si je ne m'abuse. À mon avis, on aurait une carte qui serait dans les 300 €. Quelque chose comme ça. 290, 300 €. Un truc du style. Peut-être un petit peu moins même. Ouais, non, à mon avis, 280, 300 €. Quelque chose comme ça. On va attaquer notre dernière news qui concerne le premier jeu qui supporte entièrement donc c'est compliqué à traduire cette merde. Hein. Donc, le premier jeu ray tracé, donc avec du ray tracing et avec du coup de la lumière en temps réel, totalement dynamique grâce au ray tracing. Voilà. Donc en gros, c'est le premier jeu qui utilise un rendu de lumière dynamique en temps réel fait à base de ray tracing. Donc toute la lumière du jeu est ray tracée. Donc c'est tout à base de ray tracing. Ça tourne en 1440p 60 fps avec une RTX 2080 Ti via Vulkan. Donc c'est sur l'API Vulkan d'AMD. Et ce jeu-là, c'est Quake 2. Quake 2, c'est vieux. Hein. C'est très vieux. Extrêmement vieux, Quake 2. C'est un vieux jeu. Et ça s'appelle Q2 VKPT. Donc Quake 2, Vulkan, à mon avis, PT, ça doit être pour quelque chose d'autre. Voilà. Et en gros, c'est
c'est un petit personnage, je pense peut-être un groupe de personnes qui s'appelle Millennial Generation, qui du coup ont créé le jeu avec un engin qui s'appelle Quake 2 Pro, qui est basé sur le moteur de Quake 2. Sauf que là, du coup, ça prend en compte le ray tracing et le rendu de la lumière en temps réel avec un rendu totalement dynamique. Et sinon, pour le reste, il utilise aussi de la rasterisation et le même UI, donc le même interface que sur Quake 2. Tout ça tourne sur Vulkan et avec une RTX 2080 Ti, on peut faire tourner en 1440p à peu près 60 fps, voire même un peu plus. Donc, je pourrais vous montrer un petit peu la vidéo, je vais vous lire un peu 2-3 trucs au niveau de l'article. Pourquoi Quake 2 ? Parce que Quake 2, c'est un jeu qui est open source, qui a été modé de nombreuses fois, c'est une tradition au niveau du modding, Quake 2, et du coup c'était un peu comme un bac à sable sur lequel il pouvait tester beaucoup de choses. Et c'est aussi un jeu qui est assez intéressant parce qu'il est rapide, etc. etc. Et il trouvait que c'était un jeu qui se portait bien à cet essai. Est-ce que le path tracing and ray tracing, c'est le futur des graphismes dans le jeu? Certains, je pense que lui, il dit que oui. Je pense qu'il dit que oui. Je pense qu'il dit que oui. Il dit la sortie de nouvelles cartes graphiques avec un potentiel de ray tracing a ouvert de nouveaux horizons pour les graphismes dans le jeu vidéo. Mais par contre, ça n'a pas non plus rendu l'utilisation de ray tracing triviale. C'est-à-dire que ça reste toujours très compliqué d'implémenter du ray tracing. Et également, ce qu'il dit, un des goals et un des buts du projet, c'était de trouver exactement qu'est-ce qui manquait pour pouvoir intégrer du ray tracing de manière plus fluide et de façon plus simple dans les prochains jeux. Donc ils ont rencontré beaucoup de problèmes qui ont soulevé beaucoup de questions, qui ont conduit à pas mal de recherches d'un point de vue académique par des universités, etc. Et ils espèrent que tous les problèmes qu'ils ont rencontrés et les réponses qui ont pu être apportées vont aider le futur des jeux vidéo et le futur des graphismes. Mais voilà comment ça run, regardez ça, vous allez voir. Regardez ça. C'est pas beau ? Toute la lumière est faite en ray tracing. Si c'est pas magnifique. C'est génial. C'est génial. Parce que les textures sont pas belles, mais la lumière est géniale. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu? Ouais, là, la lumière et tout. Les réflexions dans l'eau, vous les voyez? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Même si, du coup, le jeu est absolument dégueulasse d'un point de vue géométrie, texture, etc. C'est quand même beaucoup plus beau. Si jamais vous voulez vous essayer sur ce magnifique jeu, il faut savoir qu'il est open source et que c'est disponible sur GitHub. Donc le projet a environ 12 000 lignes de code et il remplace totalement le code graphique de Quake 2 et c'est open source et vous pouvez le télécharger via GitHub, via un lien qui est juste ici. Bien évidemment, vous aurez ça, je vous le mets dans le chat, mais vous l'aurez aussi dans la description de la VOD. Et voilà, ça conclut un peu ce Tech Talk. Je vous avais dit que c'était assez court. Voilà, c'était à peu près toutes les news qu'on avait cette semaine. En même temps, la semaine dernière, c'était le CES, donc il y a beaucoup de news qui apparaissent pendant le CES. Il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées pendant le CES. Donc la semaine dernière, on a eu un Tech Talk qui était très très long et généralement, une semaine, 2 semaines après, c'est assez calme parce que toutes les compagnies ont révélé des choses pendant le CES. Donc après, ils n'ont plus grand-chose parce que tout a été dévoilé pendant le CES. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, c'était très long et que cette semaine, c'est plus court.
Bref, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.